Dès les premières secondes, nous sommes plongés dans l'horreur absolue. Emiliano est allongé sur le tapis, inanimé. Ses yeux sont fermés, son corps est lâche, et une écume blanche inquiétante s'échappe de ses lèvres, témoignant d'une surdose dévastatrice. Raphaël, son père, entre précipitamment dans la pièce. Le visage est défiguré par la panique. Il se jette à genoux aux côtés de son fils, le secouant désespérément, implorant le ciel pour qu'il réagisse. C'est alors que Laetitia, la mère d'Emiliano, arrive à son tour, le visage pétrifié par le choc. Un cri de pure détresse maternelle s'échappe de sa gorge alors qu'elle réalise la gravité de la situation. Raphaël, tentant de garder son calme au milieu du chaos, vérifie le souffle de son fils et confirme qu'il respire encore. Dans un élan de lucidité désespérée, il ordonne à Laetitia de courir à la cuisine pour chercher un verre d'eau, espérant ramener le jeune homme à la vie. Resté seul avec le corps inerte de son fils, Raphaël le serre contre lui, fondant en larmes, lui murmurant des promesses étouffées que tout ira bien qu'il sache pertinemment que leur vie vient de basculer dans un abîme de mensonges. Pendant ce temps, dans les couloirs de l'hôpital général, une autre tragédie se joue. Un groupe de proches attend avec angoisse des nouvelles de Lydia, la jeune vendeuse de rue qui a été sauvagement renversée. Le docteur Adolfo Mendeza sort enfin de la salle d'opération, le visage fatigué et grave. Monica, accompagnée de sa famille et de ses amis, se précipite vers lui, les yeux embués de larmes, mendiant un espoir. Le médecin leur annonce que Lydia est toujours en vie, mais que son état reste extrêmement critique. Elle a subi de graves lésions internes aux organes et a perdu une quantité massive de sang. Le verdict est sans appel. Ils ont besoin de donneurs de toute urgence. Sans l'ombre d'une hésitation, Monica se porte volontaire, suivie par les autres membres du groupe, tous prêts à donner leur propre sang pour sauver la jeune femme. Adolfo les dirige vers la banque de sang pour vérifier s'ils remplissent les conditions requises. C'est alors que Lazaro s'avance lui aussi, tendant sa main tremblante pour offrir son aide. Mais le médecin, avec une douceur teintée de tristesse, lui rappelle qu'il sait très bien que c'est impossible pour lui de donner son sang. Adolfo exprime son inquiétude face à l'entêtement de Lazaro à rester là, alors que sa propre maladie ne cesse de progresser. Et il ajoute, à voix basse, qu'il est profondément injuste et dangereux de continuer à cacher la vérité à Monica. Lazaro baisse les yeux, le visage marqué par le poids d'un secret familial qui le ronge de l'intérieur. Isabella est assise sur le canapé, absorbée par son téléphone portable, tandis que Regina et Altagracia discutent de l'actualité. Regina, visiblement troublée, demande à Altagracia si elle a appris la terrible nouvelle. L'une des jeunes femmes qui vendent les tortas près du chantier de construction a été renversée par une voiture. Altagracia, d'un ton d'une neutralité presque glaciale, confirme qu'elle est au courant. Regina exprime son indignation et son dégoût face à cet acte lâche, espérant de tout son cœur que la police arrêtera rapidement le criminel qui a causé ce drame. Sentant la tension monter, Isabella prétexte des devoirs scolaires pour s'éclipser. Laissant les deux femmes mûres face à face, Altagracia explique qu'elle connaît personnellement 2 des vendeuses, dont Monica, qui se trouvait d'ailleurs avec elle au moment des faits, et une autre nommée Margarita. Regina précise que la victime n'est ni l'une ni l'autre, mais qu'elle a entendu un autre nom, celui de Lydia. Touchée par le sort de ces travailleuses modestes, Regina suggère à Altagracia qu'il serait noble et juste de le venir en aide financièrement, car ce sont des gens d'une grande humilité qui n'ont rien. C'est alors que la véritable nature d'Altagracia se révèle dans toute sa froideur. Elle refuse catégoriquement, déclarant d'un ton sec qu'elle ne peut pas passer sa vie à aider le monde entier et qu'elle a bien assez de ses propres problèmes à régler. Ailleurs, dans le secret d'un bureau feutré, Justino,
Un employé visiblement subjugué se montre d'une galanterie excessive et maladroite envers Valeria, qui vient d'enlever ses escarpins pour se détendre. Justino, le regard brillant de soumission, lui avoue qu'il compte les heures de la nuit qui le séparent du moment où il peut enfin la retrouver au travail. Valeria, amusée et flattée par cette dévotion, ajuste sa blouse tout en écoutant ses compliments absurdes. Justino se compare tour à tour à un lapin et à un gorille sous le coup de l'émotion qu'elle lui inspire, perdant toute contenance face à elle. Mais cette bulle de flirt est brutalement rompue quand, en un geste maladroit, Justino renverse un verre d'eau et de fleurs directement sur la jupe de Valeria. Celle-ci s'agace immédiatement devant sa maladresse. Justino, paniqué à l'idée de l'avoir contrariée, se précipite à genoux pour essuyer le tissu mouillé. Dans un geste de recul instinctif, Valeria lui saisit fermement le poignet, lui intimant l'ordre d'arrêter et déclarant qu'elle s'en occupera elle-même. Réalisant soudain l'heure tardive, elle s'exclame qu'elle doit absolument partir. Elle ramasse ses affaires à la hâte, laissant Justino seul avec sa culpabilité et son obsession, lui demandant simplement de nettoyer le reste s'il le peut. Pendant que Valeria se hâte à rentrer, la caméra nous transporte dans son propre foyer, où Braulio rentre à la maison. Il trouve la femme de ménage en plein travail et lui demande si sa femme est arrivée. Devant la réponse négative de l'employé, Braulio s'inquiète de son fils, puis marmonne pour lui-même, le visage sombre de suspicion, que Valeria rentre de plus en plus tard chaque jour, se demandant amèrement si elle s'imagine qu'elle n'a des comptes à rendre à personne. Sa jalousie et ses doutes grandissants planent comme une ombre menaçante sur leur mariage déjà fragile. C'est dans la salle de bain de la maison d'Emiliano que se déroule une des scènes les plus brutales et révélatrices de cet épisode. Laetitia, en larmes, observe à travers la vitre de la cabine de douche une vision de cauchemar. À l'intérieur, sous le jet d'eau froide, Raphaël tient son fils Emiliano, encore entièrement vêtu et trempé jusqu'aux os. Le père tente par tous les moyens physiques de dessouler et de réveiller le jeune homme de sa torpeur chimique. Emiliano, grelottant et brisé par la culpabilité, éclate en sanglots hystériques. C'est alors que la vérité éclate, terrible et fracassante. Le jeune homme avoue, entre deux sanglots, qu'il a commis l'irréparable. C'est lui qui conduisait la voiture qui a renversé Lydia. Il pleure, répétant qu'il ne voulait pas le faire, qu'il ne veut pas que cette femme meure et qu'il a une peur bleue d'aller en prison. Raphaël, au lieu de le confronter à sa responsabilité, réagit avec un instinct paternel féroce et corrompu. Il lui plaque les mains sur le visage pour le faire taire, lui ordonnant de se calmer. Il lui fait alors une promesse solennelle et terrifiante. Il lui jure que même si cette femme meurt ou si la police remonte jusqu'à lui, il fera en sorte qu'il ne lui arrive absolument rien. Laetitia, de l'autre côté de la vitre, écoute cette promesse de complicité criminelle, le visage déformé par l'horreur. À l'hôpital, la situation financière devient aussi critique que l'état de santé de Lydia. Saúl retrouve Lázaro et Jaime, son père. Le visage fermé, Saúl leur annonce qu'il vient de s'entretenir avec l'administration de l'hôpital et que les nouvelles sont désastreuses. Les frais médicaux pour les interventions chirurgicales et les soins intensifs de Lydia sont astronomiques et l'établissement exige des garanties de paiement immédiates. Jaime suggère de lancer une collecte de fonds dans leur quartier populaire, rappelant que ce ne serait pas la première fois que la solidarité entre voisins leur permettrait de s'en sortir. Mais Saúl secoue la tête avec amertume, précisant que la somme demandée est bien trop élevée pour leurs maigres ressources et qu'ils ne l'ont tout simplement pas. Non loin de là, Monica, qui a tout entendu, prend une décision courageuse et risquée. Elle s'approche de Margarita et lui confie à voix basse qu'elle possède la somme nécessaire. C'est l'argent que la Donia lui a donné pour aider son père, mais elle est déterminée à l'utiliser pour sauver Lydia. Monica demande à Margarita de rester avec les hommes et de faire diversion pour qu'ils ne se rendent pas compte de son départ, car elle doit courir chez elle pour récupérer les billets. Elle insiste sur le fait que Saúl et son père ne doivent sans aucun prétexte apprendre l'existence de cet argent,
car il lui demanderait immédiatement d'où il provient, ce qui révélerait son lien secret avec Altagracia Sandoval. Quelques instants plus tard, nous retrouvons Gabino à l'extérieur de l'hôpital, assis au volant de sa voiture dans la pénombre de la nuit. Ses yeux fixent l'entrée des urgences alors qu'une ambulance arrive toute sirène hurlante. C'est à ce moment qu'il voit Monica sortir en courant du bâtiment. Elle est interceptée par le docteur Adolfo qui tente de la rassurer. Monica, au comble de l'angoisse, lui saisit les bras et le supplie de sauver Lydia, lui disant qu'elle ne peut pas mourir. Le médecin lui promet qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir. Après une étreinte rapide et chargée d'émotions, Monica se détache et monte précipitamment à bord d'un taxi rose et blanc typique de Mexico. Gabino, qui observe la scène avec une attention mêlée de suspicion, démarre son véhicule et décide de la suivre discrètement dans les rues sombres de la ville, déterminé à comprendre ce que cache la jeune femme qu'il aime. Pendant ce temps, le drame conjugal de Giustino atteint son point de rupture. Il rentre chez lui et trouve sa femme, Elena, en train de ranger le linge. Elle l'accueille avec un sourire fatigué et lui annonce qu'ils doivent absolument s'asseoir pour faire les comptes du mois. Giustino, l'esprit ailleurs et rongé par la culpabilité de son obsession pour Valeria, tente de se défiler en prétendant qu'il est épuisé et propose de reporter cela à demain. Mais Elena perd patience. Elle lui reproche son attitude distante et fuyante, affirmant qu'elle est fatiguée de sa présence absente. Elle lui lance avec amertume qu'elle ne comprend plus pourquoi ils dorment encore ensemble, puisqu'il ne la touche même plus, lui demandant directement si elle a cessé de lui plaire. Giustino, acculé et incapable de soutenir son regard, soupire profondément. Dans un élan d'honnêteté douloureuse, il lui avoue qu'il a essayé de tenir le coup aussi longtemps que possible, mais qu'il ne peut plus continuer ainsi. Il lui annonce le cœur lourd qu'il ne peut plus lui mentir, laissant présager la fin imminente de leur vie commune sous le poids de ses secrets inavouables. De retour à l'hôpital, Saúl discute de l'enquête avec Jaime. Saúl exprime son désir de se rendre immédiatement au poste de police pour s'assurer que la plainte pour le délit de fuite a bien été enregistrée. Jaime lui apprend que la plainte a déjà été déposée par un officier de police nommé Gabino. Saúl fronce les fronts, affirmant qu'il n'a absolument pas confiance en cet homme. Il rappelle à son père la réaction nerveuse et fuyante de Gabino lorsqu'ils ont commencé à évoquer la possibilité que le coupable soit une personne riche et influente. Jaime lui révèle alors une information capitale. Monica a découvert que la voiture suspecte appartient à un homme qui travaille en étroite collaboration avec l'Adonia, un certain Rafael Cabral. Saúl, choqué par cette révélation, demande à Jaime s'il pense réellement que Cabral est le conducteur. Son père hoche la tête, expliquant que la vitesse excessive du véhicule et la lâcheté du délit de fuite correspondent parfaitement au comportement de ces jeunes riches arrogants et gâtés, souvent appelés Mireyes au Mexique. Saúl acquiesce avec amertume, se lançant dans une diatribe passionnée contre ces fils de famille qui se croient au-dessus des lois, rappelant des affaires sordides et réelles où des jeunes de la haute société ont violé ou tué en toute impunité grâce à la fortune de leurs parents. Avec une détermination féroce dans le regard, Saúl jure à son père que pour Lydia, les choses se passeront différemment et qu'il ne permettra pas que la justice soit étouffée par l'argent des riches. L'intensité monte d'un cran lorsque nous retrouvons Raphaël et Laetitia dans les bureaux de la Constructora Sandoval. Emiliano, terrifié et en larmes, est à leur côté. Il répète à son père qu'il ne veut pas aller en prison. Raphaël tente de le rassurer en le caressant le visage, mais Laetitia intervient avec réalisme et sévérité. Elle rappelle à son mari qu'il est inutile de mentir à son enfant. Si la victime succombe à ses blessures, Emiliano fera face à des conséquences pénales majeures. Raphaël, furieux d'entendre cette vérité froide, ordonne à sa femme de se taire si elle n'a rien d'encourageant à dire, lui reprochant son manque de soutien envers leur propre enfant. Laetitia réplique qu'elle souffre autant, mais qu'elle cherche une solution réaliste. Elle souligne que si leur influence peut étouffer l'affaire dans certains médias traditionnels, ils ne pourront jamais contrôler les réseaux sociaux, où les amis de la victime s'activent déjà pour réclamer justice.
C'est à ce moment que Raphaël déclare d'un ton mystérieux que c'est précisément pour cela qu'ils ont besoin d'une aide puissante et que cette aide vient d'arriver. La porte s'ouvre sur Altagracia Sandoval, majestueuse et impitoyable. Elle les accueille et s'installe à la table de réunion. Raphaël les remercie chaleureusement d'avoir accepté de les recevoir à une heure aussi tardive. Altagracia prend la parole d'un ton ferme. Elle est prête à les aider, mais elle tient à clarifier un point essentiel. Elle désapprouve totalement l'acte d'Emiliano, qualifiant d'inacceptable le fait d'avoir abandonné une veine blessée sur la route. Raphaël tente de minimiser le crime en prétendant qu'il s'agit d'un simple accident qui aurait pu arriver à n'importe qui. Mais l'Adonia ne s'en laisse pas compter. Elle exige de connaître toute la vérité, sans omission. Les détails exacts, l'identité des témoins potentiels, ce qu'Emiliano faisait dans ce quartier et s'il était accompagné. Elle les prévient froidement que chaque détail de cette nuit pourrait soit le sauver, soit l'envoyer directement derrière les barreaux. Pendant que les puissants conspirent à étouffer l'affaire, Monica rentre enfin chez elle pour récupérer l'argent. Elle pénètre dans sa cuisine et ouvre un caquoir pour y prendre une boîte contenant les billets de banque. C'est alors que l'ombre de Gabino se dessine derrière elle. Effrayée, Monica se retourne et lui demande ce qu'elle fait chez elle. L'officier de police, le visage déformé par une rage jalouse et possessive, l'affronte violemment. Il lui reproche son ingratitude, lui rappelant que c'est lui qui a appelé l'ambulance, lui qui l'a prévenu du drame et lui qui l'a emmené à l'hôpital. Il ajoute qu'il a pris des risques pour obtenir les informations sur la voiture suspecte et qu'en retour, elle le rejette pour se jeter dans les bras de Saoul et de ce médecin de pacotille. Monica, indignée par ces scènes de jalousie injustifiée, lui ordonne de laisser passer et de sortir de chez elle. Mais Gabino, hors de lui saisit brutalement les poignets et la plaque contre le mur. Dans un accès de folie obsessionnelle, il lui crie qu'il l'aime et que personne ne l'aimera comme lui, jurant qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'elle devienne sa femme, de gré ou de force. Monica, luttant de toutes ses forces, hurlant pour qu'il la relâche. Profitant d'un instant d'intention, elle parvient à se dégager et recule vers la table de la cuisine. Le souffle court, les yeux injectés de colère et de terreur, elle réalise qu'elle doit se défendre par elle-même. Ses mains rencontrent une bouteille en verre posée sur la table. Dans un geste de pure survie, elle la fracasse violemment contre le comptoir, brandissant le goulot brisé au bord charpant comme une arme mortelle en direction de son agresseur. Elle lui hurle, la voix tremblante mais déterminée, de ne plus jamais oser l'approcher. Gabino, stupéfait par la fureur et le courage de la jeune femme, recule lentement, réalisant que la douce Monica est prête à verser le sang pour défendre sa liberté et sauver son amie. L'épisode se clôture donc sur ce face-à-face d'une tension insupportable. Fait l'affaire, Monica rentre enfin chez elle pour qualifiant d'inacceptable le fait d'avoir abandonné une veine blessée sur la route. Raphaël tente de minimiser le crime. Par la panique. Il se jette à genoux aux côtés de son fils, le secouant désespérément, implorant le ciel pour qu'il réagisse. C'est alors que Laetitia, la mère d'Emiliano, arrive à son tour, le visage pétrifié par le choc.
Un cri de pure détresse maternelle s'échappe de sa gorge alors qu'elle... Bien qu'ils sachent pertinemment que leur vie vient de basculer dans un abîme de mensonges. Pendant ce temps, déclarant d'un ton sec qu'elle ne peut pas passer sa vie à aider le monde entier et qu'elle a bien assez de ses propres problèmes à régler. Ailleurs, dans le secret d'un bureau feutré, Justino, un employé visiblement subjugué, se montre d'une galanterie excessive et maladroite envers Valeria, qui vient d'enlever ses escarpins pour se détendre. Justino